Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Et beaucoup de sport à la une ce soir avec tout d'abord la victoire et la naissance d'une championne. La jeune Serbe Ana Ivanović s'est imposée à Roland-Garros en finale. En attendant demain le choc Nadal-Federer. Et puis le premier match de l'Euro 2008, la Suisse s'est inclinée 1-0 face à la République tchèque il y a quelques minutes. Hillary Clinton passe la main. L'ex-candidate à l'investiture démocrate a apporté son soutien à Barack Obama, annonçant qu'elle suspendait sa campagne. Le face-à-face dans la course à la Maison-Blanche opposera donc le sénateur de l'Illinois au républicain John McCain. Une nouvelle séance folle à New York pour le baril de pétrole. Plus de 10 $ de hausse en quelques heures hier. Nous tenterons concrètement ce soir de comprendre pourquoi. Et bien sûr, nous verrons quelles pourraient être les conséquences dans les jours à venir pour les consommateurs. Qui sont les satanistes après les profanations à répétition de cimetières? Le grand format de ce soir s'interroge sur cette nébuleuse pas vraiment homogène. Leur point commun en revanche, l'âge, 80% d'entre eux auraient moins de 21 ans. Enfin, la mort de l'un des maîtres de la comédie italienne, le réalisateur Dino Risi, est décédé à l'âge de 91 ans. Il a fait tourner les plus grands, Gassman, Mastroianni ou encore Sophia Loren. Nous reviendrons sur sa carrière à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par la joie d'une jeune championne serbe. Elle n'a que 20 ans et elle en rêvait depuis sa plus tendre enfance. Elle a remporté cet après-midi son premier tournoi du Grand Chelem. Une victoire à Paris donc sur la terre battue de Roland-Garros. Dans quelques jours, elle deviendra également numéro 1 mondial. Julien Benedetto et Bruno Vignier. Trophée, gloire et beauté. Ana Ivanović est la nouvelle reine du tennis féminin. La Serbe remporte à 20 ans son premier titre du Grand Chelem et devient numéro 1 mondial. La coupe est bien dans son casier, mais elle a toujours du mal à réaliser. C'est fantastique. Je suis sur un nuage. Je suis tellement heureuse. Je ne trouve pas les mots pour l'exprimer. Dans cette finale de cogneuse face à la Russe Dinara Safina, 14e mondiale, Ivanović mène rapidement 4-1. Mais la force de caractère est inscrite dans les gènes de la famille Safin. La petite sœur de Marat Safin, ancien numéro 1 mondial, égalise à 4 jeux partout. La brune aux yeux bleus remporte finalement le premier set 6-4, porté par ce grand coup droit dont la gestuelle rappelle Steffi Graf. Dans la deuxième manche, Ana Ivanović profite de l'irrégularité de son adversaire. Elle s'impose 6-4, 6-3. Finalement, la Serbe n'aura eu peur de trébucher qu'à l'heure d'escalader les gradins pour fêter la victoire avec les siens. C'est incroyable. Quand j'étais enfant et que j'allais avec mon vélo à l'entraînement, je rêvais de ce moment-là. Cruel chassé-croisé dans les vestiaires. Cet après-midi, Safina et Roland Garros ont sans doute été les témoins du début d'un long règne. Et demain à suivre bien sûr la finale homme qui opposera pour la 3e fois consécutive l'Espagnol Rafael Nadal au Suisse Roger Federer. Une finale retransmise sur France 2. Roger Federer qui a peut-être suivi cet après-midi la première rencontre de l'Euro qui se déroule en Autriche mais également chez lui en Suisse. Et c'est son équipe nationale qui jouait en match d'ouverture à Zurich. Un match qui les opposait aux Tchèques. Et ce sont les Tchèques qui se sont imposés. Christophe Duchiron. Au cœur de ce grand cabinet de curiosité qu'est le stade de foot, une fois encore, nous n'avons pas été déçus. Avec des fausses blondes à moustache, avec des chapeaux à trous et des fromages de tête, nous sommes en Suisse et l'on soigne ici un peu plus qu'ailleurs la croix et la manière. À Bâle en tribune, on ne manque pas d'air, sur le terrain c'est une autre histoire, on ne manque pas de souffle mais juste un peu d'inspiration. Les Suisses en rouge, les Tchèques en blanc. En première période, les Suisses dominent mollement. Mais quand ils tirent, soit c'est de travers, soit sur le gardien. Le reste du temps, c'est tactico-tactique et souvent rasoir. L'helvète est de marbre et le score au repos de 0-0. En deuxième période, croit-on, on est reparti pour un tour, mais c'est au moment où les Blancs sont au plus pâles qu'ils vont se refaire la cerise. À la limite du hors-jeu, le Tchèque Zverkos ne rate pas l'occasion d'envoyer le ballon au fond des filets. Les Blancs mènent 1-0. Vu ce qu'ils ont montré sa frôle escroquerie, il reste 20 minutes à jouer. Les Suisses vont avoir l'opportunité d'égaliser. En l'occurrence, ils tirent sur tout ce qui bouge, mais c'est un carnage d'inefficacité. Le gardien d'abord et la barre ensuite empêchent le ballon d'entrer dans les buts. L'Helvétie s'incline à domicile 1-0, c'est injuste, mais c'est comme ça.
Et on va tout de suite prendre des nouvelles maintenant de l'équipe de France qui est toujours à Vevey dans son hôtel avant de prendre la direction de Zurich pour sa rencontre de lundi face à la Roumanie. Bonsoir Manuel Tissier. Le temps est un peu tristoun, mais quelle est l'ambiance côté français ce soir ? Alors l'ambiance est excellente, au dire de tous les joueurs que nous avons rencontrés ces derniers jours, notamment dans les points presse, elle est même plus que détendue, résumée par une formule employée tout à l'heure par Sébastien Frey. On joue ensemble, on rigole ensemble. Les Bleus sont confinés dans leur nid d'aigle ici depuis mercredi, mais ils ne profitent pas vraiment de la vue que l'on dit imprenable sur le lac Léman, puisque la météo, vous l'avez dit, est épouvantable. Il y a du brouillard, il pleut régulièrement comme en ce moment, et puis les températures sont très fraîches, pas plus de 13 degrés dans la journée. Alors on s'occupe comme on peut. Dans l'hôtel, Raymond Domenech et son encadrement a fait installer une salle de jeu très complète avec table de ping-pong. Les tournois sont acharnés. Franck Ribéry est, paraît-il, l'un des meilleurs à ce sport. Et puis le baby-foot, là ce sont Lilian Thuram et Patrick Vieira qui rivalisent de cris lorsque leur partie dégénère de manière incroyable, paraît-il, là encore. Les Bleus sont donc à 200 mètres d'ici, dans un hôtel totalement interdit d'accès. Ils ne sortent que pour les entraînements. Aujourd'hui, il y a eu un entraînement à huis clos et les nouvelles sont bonnes pour Patrick Vieira, qui a pu s'entraîner tout à fait normalement. Si Raymond Domenech l'a déjà déclaré forfait pour le match de lundi, il devrait poursuivre la compétition avec les Bleus. Bonne nouvelle également pour Ribéry, Nasri qui était un peu souffrant ce matin et Thierry Henry. Bref, tout va pour le mieux. Les Bleus vont quitter demain matin leur cage dorée de Vevey, direction Zurich, pour bondir, on l'espère, comme des lions vers leur premier match de l'Euro. Merci Manuel Tissier. Aux États-Unis, c'est la phrase de ce samedi, une phrase qu'Hillary Clinton aurait souhaité ne jamais prononcer. J'apporte mon plein soutien au sénateur Barack Obama. Tout ça s'est joué à Washington en fin de journée. Un moment clé dans la course à la Maison-Blanche suivi par Martine Laroche-Joubert. L'impressionnante salle du Musée national à Washington est archi-comble ce matin, bien avant l'arrivée de Hillary Clinton. Elle quitte sa maison avec près de 3/4 d'heure de retard sur l'horaire prévu et pénètre dans le musée accompagnée de sa fille Chelsea et de Bill Clinton. L'accueil est enthousiaste. Hillary étreint ses plus fidèles partisans, émue, mais elle garde le sens de l'humour dès sa première phrase. Ce n'est pas exactement la fête que j'avais prévue, mais je suis ravie de vous voir. Enfin, la déclaration attendue. Nous devons mettre notre énergie, notre passion, nos forces pour faire tout ce que nous pouvons pour faire élire Barack Obama, le futur président des États-Unis. Au moment où j'arrête ma campagne, je veux le féliciter pour sa victoire, pour son extraordinaire campagne. Je le soutiens et lui donne tout mon appui. Ne pas regretter le passé, aller de l'avant, soutenir Barack Obama, un message fort. Hillary Clinton se retire avec panache de la course présidentielle. Pendant ce temps, à Chicago, Barack Obama, décontracté, casquette sur la tête, part disputer loin des caméras une partie de golf, une journée de repos avant 5 mois de campagne contre John McCain. Et direction les États-Unis, on le retrouve notre correspondant Alain Chalvron. Bonsoir Alain. Alors, service minimum ou pas de la part d'Hillary Clinton ce soir ? Oh, écoutez, c'était pas très facile de faire passer le message. Ce gars avec lequel nous nous sommes tant empoignés pendant 5 mois, eh bien, c'est un gars formidable et je vous appelle à voter pour lui. C'était pas facile et je pense qu'elle a fait beaucoup plus que le service minimum. Il y a une bonne douzaine de reprises, elle a demandé à faire élire Barack Obama et elle a eu cette phrase: je demande à vous tous de faire campagne pour Barack Obama comme vous l'avez fait pour moi. Alors, le plus intéressant dans son discours, je dirais, c'était la réaction du public. Au début, le nom de Barack Obama était applaudi, mais aussi conspué, à peu près 50-50, 50-50, je dirais. À la fin, au bout de la 12e fois où elle demandait de faire élire Barack Obama, il n'y avait plus beaucoup de huées. Et finalement, c'est ça qui est important. C'est comment ce discours aura-t-il été interprété par les électeurs d'Hillary Clinton, et notamment par les 22% de son électorat qui ont promis, dans les sondages, de voter pour John McCain. S'il ne rentre pas dans le camp démocrate, c'est la chronique d'une défaite annoncée pour Barack Obama. Et qui mieux qu'Hillary Clinton peut l'aider
à ramener ses brebis galeuses. Alors Alain, vous restez avec nous, on va parler d'une question qui hante l'imaginaire collectif aux États-Unis, c'est celle de l'assassinat politique. Cette semaine, cela faisait 40 ans qu'un ancien candidat démocrate en campagne était tué. Il s'agissait de Bob Kennedy. C'est une question qui fait l'objet, on le sait, d'une attention particulière autour de Barack Obama. Explication Bernard Lebrun, Valérie Lucas. Jamais sans ses gardes du corps, à distance, discrets, mais armés et reliés en permanence par radio. Voici les 5 bodyguards de Barack Obama. 5 policiers du service fédéral pour les personnalités politiques, autrement dit, le Secret Service en américain. Le même service secret qui protège l'actuel président des États-Unis d'Amérique, George Bush. La tradition aux États-Unis veut qu'un candidat à l'élection présidentielle bénéficie d'une protection rapprochée qu'après sa désignation par la convention de son parti. Barack Obama, lui, fait exception à cette règle. Il est sous la protection du Secret Service depuis mai 2007. Selon ce spécialiste de la vie politique américaine, le racisme aux États-Unis n'est pas qu'un préjugé, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il est noir tout de même. Il est vu comme un candidat noir. Et dans mon pays, il y a tout de même plus de 160 millions d'armes qui circulent, qui sont entre les mains des gens. Il suffit d'un seul déséquilibré qui veut marquer l'actualité. Il y a 40 ans, le candidat démocrate était blanc et s'appelait Robert Kennedy. En pleine primaire californienne, un jour de juin, il fut abattu à Los Angeles par un extrémiste. Et puis personne n'a oublié, en direct sur les télévisions américaines, la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan à la 8e semaine de son mandat présidentiel par un obsédé d'armes à feu. Cette violence politique, inhérente à la culture américaine, le couple Obama en est conscient. La mort, le danger, vous y pensez souvent? Cela ne m'empêche pas de dormir parce que la vérité, c'est que Barack, en tant que noir, peut se faire tuer dans n'importe quelle station-service. Noir et candidat à la Maison-Blanche. Barack Obama le sait, il n'a pas fini de marcher avec son ange gardien. On retrouve Alain de Chalvron. Alain, une dernière question rapide. Le candidat Obama a-t-il fait l'objet clairement de menaces sérieuses ou pas du tout ? Oui, écoutez, c'est surtout dans la tête des gens. J'ai entendu 10 fois peut-être, surtout dans la communauté noire, cette phrase « Il sera le candidat parce qu'il est le meilleur et on nous le tuera parce qu'il est noir ». Oui, effectivement, on ne pense qu'à ça et c'est vrai, ce que disait tout à l'heure la personne dans le sujet, c'est vrai qu'il se trouvera bien un raciste extrémiste pour tenter en tout cas de le tuer parce que tout simplement pour lui c'est inacceptable qu'un candidat noir puisse accéder à la Maison-Blanche. Alors oui, il y a eu des menaces, c'est vrai que le service secret est sur les dents, il est très protégé, mais vous savez, un candidat doit être au contact avec les électeurs, donc il n'y a aucune protection à 100%, mais c'est vrai que le service secret a obtenu plusieurs dizaines de menaces ou d'informations sur d'éventuelles menaces. Merci Alain. La France est aux côtés du Liban et l'image vue à Beyrouth aujourd'hui est des plus symboliques puisque les représentants des principaux partis politiques français accompagnaient le président de la République, Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État était venu adresser un message commun au nouveau président libanais, Michel Sleiman, un message de soutien et d'espoir en l'avenir. Reportage sur place, Mickaël Darmon, Philippe Turpot. Lorsque les chefs de parti arrivent ce matin à l'aéroport de Beyrouth, ils se posent une question. Comment jouer le rassemblement tout en évitant de se faire manipuler par Nicolas Sarkozy? Je ne suis pas tout à fait tombé de la dernière pluie. J'imagine que ça peut être une tentation ici ou là, mais pour moi, ce n'est pas le sujet. Ceux qui voudraient récupérer de façon politicienne un tel événement, je crois, tromperaient le peuple libanais. C'est une journée républicaine pour le Liban, une journée où l'on laisse de côté ces phrases assassines et ces formules qui font mouche. Le socialiste François Hollande, aujourd'hui, n'a pas l'air d'en vouloir à Bernard Kouchner d'être un ministre sarkozyste. Je dois dire qu'il y a suffisamment de sujets qui me permettent de m'opposer à Nicolas Sarkozy pour qu'au moins sur cette question-là, nous puissions sans crainte vouloir le rassemblement. À l'heure du déjeuner, avec toutes les factions libanaises, le plan de table est déjà décidé. Pour le représentant du Hezbollah, c'est Jean-Pierre Raffarin qui s'y colle. Tandis que Nicolas Sarkozy essaye de rassurer les anti-syriens, inquiets de son dialogue avec Damas. Tous les pays ont droit à leur indépendance. Au nom de quelle fatalité le Liban n'aurait-il pas le droit à la sienne? À la résidence française, Nicolas Sarkozy met en scène l'unité nationale. À gauche et au centre, on résiste comme on peut. Tout d'abord, on ne rit pas aux blagues du président. Si vous le voulez bien, vous pourrez, en fonction de vos affinités,
discuter avec tous ceux qui sont ici. J'espère que vos affinités sont nombreuses pour que personne ne reste au sol. Puis on reste volontairement en retrait pendant la Marseillaise. Je ne suis pas non plus naïf au point de penser que Nicolas Sarkozy fait les choses simplement pour la cause qui est la nôtre. Il a aussi une opération de communication. Pour son premier voyage à Beyrouth, Nicolas Sarkozy s'est approprié le dossier libanais. Sur la forme, on l'a vu, quant au fond, en reprenant le dialogue avec Damas, il rompt avec la tradition de Jacques Chirac. Toujours plus haut, le prix du baril de pétrole a augmenté hier cette fois de $10 en seulement quelques heures. Une première, la hausse est désormais de 44% en un an. Avant d'observer quelles sont les conséquences directes de cette inflation constante sur les transports aériens, par exemple, avec nous pour les 3 questions du jour, l'économiste Éric Heyer. Bonsoir. Pour que l'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, tout d'abord, $10 de hausse en quelques heures. On est entré un peu dans l'irrationnel. S'agit-il ici en fait uniquement de spéculation ? Ah oui, c'est uniquement de la spéculation, parce qu'effectivement, il y a un mouvement tendanciel de hausse du prix du baril qui est lié au fait que l'activité dans les pays émergents est toujours très soutenue, et on sait que ces économies sont fortement consommatrices d'énergie et de pétrole, et donc la demande est soutenue par ces pays-là, et donc le prix du baril est soutenu également par cette forte demande. Mais le prix du baril devrait se situer aux alentours de $90 à $100 maximum, et donc là, on a vraiment un supplément qui est lié à la spéculation, ça très sûrement. Une question qui intéresse tout le monde, bien évidemment, les particuliers comme les professionnels. Cette hausse va se répercuter obligatoirement à la pompe prochainement ? Non, alors pas obligatoirement. Alors fort heureusement, le prix à la pompe est beaucoup plus inerte que le prix du baril. Et si c'est juste un mouvement spéculatif, alors cette hausse ne se répercutera pas intégralement dans le prix à la pompe. Et même si c'est vraiment un mouvement spéculatif, on peut penser que dans les jours à venir, le prix du baril redescend aux alentours de 120. Et auquel cas, il n'y a aucune raison pour que ça se répercute sur le prix à la pompe. Mais si par contre ces spéculations continuent et si tendanciellement le prix continue à augmenter, de toute manière, il faut tout de même commencer à penser que l'on vivra avec un prix à la pompe qui va augmenter malheureusement. Merci Éric Heyer. On va tout de suite prendre un exemple précis, celui des compagnies aériennes justement. Toutes à travers le monde tentent de trouver des solutions face à la hausse du carburant. C'est le cas aux États-Unis. Reportage Martine Laroche-Joubert et Pascal Jouffriot. L'envolée des cours du baril de kérosène aux États-Unis, les passagers vont en payer le prix. Liaisons supprimées, avions remplis au maximum, tarifs en hausse. Certaines compagnies américaines, déjà critiquées pour leur retard et leur service minimum en vol, préparent une mauvaise surprise pour leurs voyageurs dès l'enregistrement. À partir du 15 juin sur American Airlines, ils devront payer $15 de plus pour leur premier bagage, $25 pour le deuxième. $15, c'est exagéré pour juste mettre un bagage en soute. C'est terrible, terrible. Je n'aime pas du tout ça. On va juste voyager avec nos bagages à main. En fait, ils ont perdu mes bagages il y a 2 jours. Un surcoût dû, selon les compagnies, à leur basculement dans le rouge au premier trimestre. Elles seraient toutes déficitaires. Nous travaillons dur sur tous les fronts pour compenser les pertes dues à la hausse fulgurante du prix du fioul. Nous cherchons à faire payer davantage de services par nos passagers. Plus inquiétant, les économies de kérosène de la compagnie Continental Airlines. Régulièrement, leurs avions atterrissent à New York en procédure d'urgence avec des réservoirs en limite de carburant. Des pressions seraient même exercées sur les pilotes pour épargner le fuel. 98 millions d'Américains prennent l'avion chaque année. Les pilotes commencent à se mobiliser pour assurer leur bien-être et leur sécurité. En bref, sachez qu'un porte-conteneur libérien a été repéré hier par les douanes françaises dans le golfe de Gascogne. Dans son sillage, une pollution par hydrocarbures d'une centaine de kilomètres. Le navire a été verbalisé. Sachez qu'il n'y a pas de risque de pollution sur le littoral. On revient à l'économie avec la fin de la semaine du microcrédit. Les microcrédits, ce sont des prêts de moins de 25 000 € qui connaissent un succès croissant. Un succès auprès des populations les plus fragiles, des hommes et des femmes qui décident souvent de se relancer en créant leur entreprise. Reportage Dorothée Cochard et Francis Forger. Pour connaître les besoins de ses clients, Cédric Lienafa se déplace chez eux. Cédric Lienafa a monté une entreprise d'aide à domicile. C'est le client qui lui donne ses instructions. Et ça sera du nettoyage, tapis, sol et puis étagère surtout. Sa société n'a qu'1 an, mais elle s'est développée très vite. Il a tout de suite embauché un salarié, puis 2, puis 3.
Il a aujourd'hui une centaine de clients et pour monter son entreprise, il n'a même pas eu à convaincre de banque. Pour tout vous dire, j'ai même pas essayé. Je sais pas parce que je savais très bien que ça allait pas fonctionner. Surtout parce que je suis jeune, donc peu d'expérience, mais surtout pas d'apport conséquent. Cédric a emprunté à un organisme spécialisé dans le microcrédit. 700 à 800 euros, c'est ça? Un conseiller aide à monter les dossiers. Des prêts de 1000 à 10 000 euros. Les 3/4 des personnes qui décrochent un microcrédit sont chômeurs ou RMistes. Seuls 3% d'entre eux ne réussissent pas à rembourser. Tous ceux que nous essayons de financer et d'accompagner ont autant d'idées, autant d'énergie, autant de créativité que n'importe quel entrepreneur. Ils réussissent aussi bien, sinon mieux, ils remboursent mieux que les autres. Si ça marche si bien, c'est qu'il y a un secret, disons une méthode. À son bureau, plusieurs fois dans l'année, l'entrepreneur reçoit la visite gratuite d'un conseiller de l'organisme prêteur. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était... L'homme connaît la gestion, la comptabilité, le droit. L'entrepreneur peut donc lui faire part de toutes ces questions pour développer son entreprise. Mettre des offres peut-être de parrainage, de mettre un peu plus important, de mettre ça en avant. Mettre des offres de parrainage, c'est une excellente initiative, c'est une excellente idée. Ça peut être aussi un intéressement du salarié qui peut ramener d'autres contrats. 10 000 sociétés se créent ainsi chaque année grâce au microcrédit. 65% perdurent. Et celle de Cédric Lienafa est bien partie pour être de celle-là. Arrêtons-nous ce soir avec le grand format sur une question de société. Qui sont ces jeunes qui se revendiquent comme étant satanistes? La profanation de tombes près de Perpignan, il y a quelques jours, a replacé cette communauté entre guillemets au cœur de l'actualité. Mais s'agit-il justement d'une communauté homogène? Attention aux amalgames. Combien sont-ils et qui sont-ils finalement? Élément de réponse ce soir avec Sophie Rodier et Sébastien Lafargue. Le nom de Satan tagué sur une tombe, des croix inversées sur une autre. C'était il y a quelques jours à Elne, près de Perpignan. Arrêté le lendemain, le suspect âgé de 21 ans revendique un rituel sataniste. Les cimetières sont particulièrement ciblés par les adeptes de Satan. Pascal Launois, le maire de Ménil-sur-Auger, n'est pas prêt d'oublier la date du 1er mai 2007. Il a retrouvé les lieux entièrement tagués. Le columbarium là-bas, il y avait les 3 9, ce sont les chiffres de Satan. Et puis là, inscrit en grosses lettres, Walpurgisnacht, on a su après que ça voulait dire la nuit des sorcières. Une messe noire a été célébrée. Plus de 80 crucifix sur le sol, des bougies, des pots de fleurs renversés et surtout une mise en scène macabre. Une quarantaine de croix étaient disposées de façon rectiligne, avant un gros dessin de Satan, là, notamment l'étoile à 5 branches. Par contre, là-bas, on voit encore très bien les 3-6... Devant les gendarmes, les profanateurs âgés de 24 et 36 ans ont reconnu 2 autres saccages. Les cimetières de Cumières puis Auvillers. Leur objectif, former une étoile à 5 branches, le symbole du mal pour les satanistes, par haine de toutes les religions. Si on ne les avait pas arrêtés, leur exaction aurait continué et certainement aurait gagné en puissance. Oui. Puisque à terme, il était probablement question d'excavation de corps. Vandalisme ou rituel sataniste, ces profanations sont de plus en plus nombreuses. 92 cas en 2007, une augmentation de 300% en un an. La plupart des auteurs appartiennent à cette mouvance qui se dit adepte du diable. Adolescents fragiles ou adultes en rébellion. Principale source d'inspiration, Internet et certains groupes de musique black metal. Les plus fervents se nourrissent des textes d'Anton Lavey, fondateur de l'église de Satan, en 1966. Son best-seller, la Bible satanique. You're going to do something that's naughty, do it. And realize that you're doing something naughty and enjoy it. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons des jeunes qui vont prendre la Bible satanique au pied de la lettre et peuvent faire dire aux versets de la Bible satanique, en gros, ce qu'ils veulent. Quand certains versets laissent entendre que l'homme ne doit rien laisser comme obstacle à son désir, sinon détruire cet obstacle, on peut comprendre que quelques-uns, effectivement, passent, eux, à l'acte. 1996, Kingersheim, près de Mulhouse. David Oberdorf, un adolescent de 18 ans, assassine le prêtre de sa commune de 33 coups de couteau
et lui grave un pentacle sur la main. Aux enquêteurs, le jeune homme dit avoir eu un flash sataniste. Cet homme était un ami proche du meurtrier. Aujourd'hui, il souhaite rester anonyme. À l'époque, selon lui, leur bande de copains était surtout attirée par les ambiances de magie. Certains d'entre nous portaient des crucifix renversés, c'était un peu dans l'air du temps. On a tous été choqués de savoir que c'était lui, quoi. Il était calme, il s'est pas présagé comme quoi il allait tuer quelqu'un un jour, quoi. On a vu qu'ils déliraient bien ensemble dans leur petit trip satanique, mais bon, personne pensait que ça irait jusque-là, quoi. Aujourd'hui, le satanisme inquiète. Dans ce lycée catholique parisien, les parents ont demandé à un prêtre de les informer sur cet univers. Donc c'est sur l'origine de ces jeunes dont vous nous avez parlé. La plupart du temps, pour ne pas dire toujours, ce sont des jeunes qui sont assez intelligents, qui ont une certaine culture et qui peuvent appartenir à des milieux tout à fait favorisés. Des enfants qui se replient petit à petit dans leur monde et qui deviennent insaisissables pour les parents. On isole ces jeunes parce que voilà, ils nous gênent. C'est là où on peut donc engendrer directement ou indirectement chez ces jeunes une envie par exemple de se suicider. La mission interministérielle sur les sectes estime que les satanistes sont 25 000 en France, des petits groupes d'adolescents pour la plupart. Ce phénomène, les pouvoirs publics le maîtrisent mal, à tel point que la semaine dernière, pour la première fois, les parlementaires ont décidé de créer une commission d'enquête. Cette histoire maintenant qui s'est déroulée ce matin à Chambéry, un homme de 62 ans qui se déplace en fauteuil roulant s'est retrouvé bloqué sur une voie ferrée. Il a dû s'en sortir seul, tout simplement parce que personne n'a répondu à ses appels à l'aide. Explication, Lionel Feuerstein. Un amas de ferraille et de plastique, c'est tout ce qu'il reste du fauteuil roulant. Le TER l'a complètement broyé sur ce passage à niveau de Chambéry. Heureusement, sans faire de victimes. Peu avant 10 heures, un homme handicapé traverse la voie ferrée lorsque sa roue se bloque subitement dans les rails. Au loin, il entend un train arriver. L'handicapé a juste le temps de s'extraire de sa chaise et de ramper sur le bas-côté. J'ai vu le train arrêter, puis j'ai vu la chaise roulante en dessous du train et la personne se relever et bouger, quoi. Alors on était rassurés, mais ça faisait vraiment peur. Quelques heures plus tard, le miraculé n'en revenait toujours pas. Sali Messic, 62 ans, sait qu'il a échappé de peu à la mort. J'ai fait un miracle, oui. J'ai fait un miracle grâce à Dieu. J'ai vu le train arriver, ben, j'ai balancé, et puis j'ai commencé à repier, et puis le train arrive, et il a embarqué le bouteille, et puis moi j'ai sauvé. Sali Messic n'était pourtant pas tout seul sur le passage à niveau. Des automobilistes auraient assisté à toute la scène, mais sans réagir. Deux gars, j'ai déjà appelé pour me sauver. Eh bien, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas descendu de la voiture. Le miraculé de Chambéry pourrait porter plainte dès demain pour non-assistance à personne en danger. C'est une première en France, la présence d'un ostéopathe au sein d'un service d'urgence hospitalier. Ça se passe en région parisienne et vous allez voir que l'expérience est plutôt concluante. Reportage de José Blanc-Lapierre et de Yann Moine. Lundi 8h30 aux urgences, bilan du week-end entre les médecins. Et au milieu des infirmières et des internes, chercher l'intrus, un ostéopathe. 9h, un ostéopathe en blouse blanche qui arpente les couloirs et cherche à se rendre utile. Il y a quelque chose pour l'ostéopathie ou pas en ce moment? Ok. Ce qu'il veut, c'est faire connaître sa profession. Les médecins ne connaissent pas l'ostéopathie sur le fond totalement. Donc moi, mon boulot aussi, ma mission, c'est aussi de leur faire connaître l'ostéopathie. Dans la file d'attente, tous ne sont pas de son ressort. Sa spécialité, ce sont plutôt les traumatismes, les lombalgies. Là, il n'y a personne, c'est chez vous. C'est justement le cas d'un patient qui vient tout juste d'arriver et que le chef de service lui propose de voir ensemble. Oui. Allongez-vous. Visiblement, vous avez réveillé les choses anciennes en soulevant. A priori, rien de grave. Mais pour éviter les anti-inflammatoires, le médecin confie son patient à l'ostéopathe. Moi, j'étais surpris de temps en temps que l'examen de l'ostéopathe aboutissait à nous orienter sur quelque chose de totalement différent qu'on n'avait peut-être pas vu sur une pathologie d'apparence traumatique. On fait ça, c'est douloureux. Après examen, l'ostéopathe décide de faire une radio. Mieux vaut être prudent. Ah oui, ok. Dans la phase aiguë, il faut être sûr, en ostéopathie pour manipuler, qu'il n'y a pas de problème neurologique et qu'il n'y a pas de problème vasculaire.
et qu'il n'y a pas de problème de hernie discale. Soulagé avec les mains, Pierre-Alexandre y croit. Et c'est bénévolement qu'il se rend aux urgences de l'hôpital de Poissy chaque lundi matin. La mort aujourd'hui du cinéaste Dino Rizzi, le père de la comédie italienne, est décédé à l'âge de 91 ans. Il a réalisé plus de 50 films en un demi-siècle et tourné avec les plus grands, Sophia Loren, Vittorio Gassman ou encore Marcello Mastroianni. On revient sur sa carrière avec Marie-Pierre Samitier. Le jeune Dino Rizzi avait fait médecine. Il s'était même spécialisé en psychiatrie avant de se lancer dans le cinéma. Dès le début des années 50, il s'installe à Rome et tourne entre autres avec Sophia Loren. Il excelle dans la comédie, dépeignant la petite et moyenne bourgeoisie, parodiant un mode de vie qui conduit à la perte de certaines valeurs. Tout cela dans une Italie des années 50, en pleine mutation. En 1962, il tourne Le Fanfaron avec son acteur fétiche Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant. En 1974, Parfum de femme, l'histoire d'un aveugle, donne la mesure de sa maîtrise de la comédie. Quali ragazzi? Ma come, io le sento e tu non le vedi? Ciccio, ti porto con me perché devi guardare e riferire. Allora? Dimmi come sono fatte le puttane di questa strada, dai. Piacciono alte a me. Ce n'è una alta. Bianchi? Così così. Di grosso c'è solo il naso. Alta col naso grosso, come c'hai i piedi? Come sono i piedi? Du bei fettoni. È un travestito, non è una donna. Dans ces films, une gaieté apparente dissimule une certaine amertume. Ce curieux mélange de tristesse, ironie, de rire, d'occasion de rire, c'est la vie, enfin. Lieutenant Loupi! Dino Rizzi avait fait jouer nombre de comédiens français comme Coluche, Philippe Noiret ou Bernard Blier. Avec lui disparaît l'un des derniers monstres de l'âge d'or du cinéma italien. Il s'appelle Prince Roger Nelson, mais la planète musique le connaît mieux sous son diminutif Prince, tout simplement. Un artiste hors norme, capable de jouer d'une vingtaine d'instruments aux frasques multiples et qui fête ses 50 ans. Et apparemment, il n'a pas l'intention de se calmer. Julien Dupéret. Sensuel et électrique. Il l'était à 20 ans, il l'est toujours à 5 ans. Une quarantaine d'albums créés, plus de 100 millions de disques vendus. Ça fait un peu bilan, pourtant, à 50 ans, Prince n'est pas prêt de le déposer. En tant que chanteur, je m'améliore. Je donne tellement de concerts, j'apprends sans cesse au contact du public. Premier album en 1978, puis en 84, La Gloire avec ça. Ce géant d'1,57 m fait tout, de la composition à l'enregistrement des instruments, un par un. 92, conflit avec sa maison de disques à qui appartient son nom. Prince est remplacé par ce symbole, Love. Star à femme, volontiers provocateur, il a aujourd'hui retrouvé son nom et vend sa musique sur Internet. Alors oui, ce 7 juin, il a 50 ans, mais au royaume des quinquas de la musique moderne, il ne restera pas longtemps le seul prince. Le demi-siècle, c'est aussi ce qui attend à la fin de l'été la reine Madonna et le roi Michael Jackson. Une découverte maintenant avec le Festival du mot qui se déroule à la Charité-sur-Loire, dans la Nièvre. Des mots, en fait, avec de la lecture, du théâtre, du slam et des mots qui tombent parfois du ciel. On regarde tout cela avec Jenny Briffa et Sébastien Lafargue. Quelqu'un chercherait-il à nous envoyer un message? Ah oui, mais plus de mots, alors là, oui. Tiens, des mots insaisissables, dans tous les sens, parfois à double sens. Des mots savants, des mots doux, de simples mots à enfiler. Drôle de jeu de mots. Vous avez eu comme mot, madame? Moi, j'ai juste « et » pour l'instant. Débarque bien glissé vers. Je manque un peu d'inspiration, mais je sens que ça va faire. Toujours à la recherche du bon mot, un homme de lettres, Philippe Delerme, invité du festival. Ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, on a un rapport assez jubilatoire avec les mots, puisqu'on les compresse, on joue avec eux, on les triture dans tous les sens. Et justement, les mots prononcés différemment ont-ils le même sens? Le festival présente 3 mises en scène du même extrait de Pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute. Lesquels? Quels mots?
Lesquels? Quels mots? Lesquels? Quels mots? La mise en scène nous permet de comprendre la phrase différemment et finalement on interpréterait presque les mots différemment du coup. Tu me fais languir. Tu me taquines? Mais non, je ne te taquine pas. Le mot ne doit pas faire peur et qu'on peut justement s'en amuser et apprendre des choses grâce à lui. Alors sur les murs de la ville, le festival souffle des mots aux passants grâce à ce peintre en lettres. Lui a un mot préféré et il voudrait l'écrire et le crier haut et fort. Rêve peut-être, oui, oui, avec un R majuscule. Le mot s'affiche en grand jusqu'à demain soir à la Charité-sur-Loire. Malgré la pluie, passez-vous le mot. Voilà un peu de rêve. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'une des informations du jour. C'est le soutien officiel apporté en fin de journée par l'ex-candidate à l'investiture Hillary Clinton à son ancien adversaire Barack Obama. Désormais, le candidat noir américain est donc seul côté démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Il affirme ce soir qu'Hillary Clinton sera au premier plan de la bataille qui va désormais l'opposer au républicain John McCain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Merci d'être fidèle à l'info sur France 2. La météo avec Isabelle Martinet, 20h50, le retour de votre série Cold Case avec 3 épisodes. On se retrouve à 13h pour l'information avec le journal. 13h15 le dimanche, toute l'actualité de la semaine vue par une personnalité. Notre invitée demain, la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Très belle soirée à vous et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.